c'est un grand plaisir d'introduire Michael Guichard, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est assyriologue, spécialiste de la littérature à la fois akkadienne et sumérienne. D'ailleurs, il va nous parler probablement des contacts entre ces deux langues. Parmi ses nombreuses publications, il a travaillé sur l'archive de Mari. Donc, nous connaissons tous la triste histoire de ce magnifique site en Syrie de Sud-Est, où plus de 20 000 tablettes cunéiformes ont été découvertes dans les archives du Palais royal de Mari. Il a publié sur Zimri-Lin, le dernier roi de Mari, à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Je pense que c'est le 18e siècle avant notre ère. Et je lui donne la parole. Merci. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs de cette journée. Donc, je vais parler de l'écriture en contact en Mésopotamie, une présentation générale. Évidemment, mon propos est de vous présenter quelques données importantes ou générales sur le cunéiforme. Bien que l'écriture cunéiforme et sa culture suméro-akkadienne soient souvent perçues de l'extérieur comme un phénomène homogène et statique, j'ai décidé d'aborder son histoire et ses caractéristiques sous l'angle du changement, de la pluralité, de la diversité. Ce n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille, mais au contraire une histoire mouvementée, pleine de remous, d'avancées, de détours et de retours. L'écriture cunéiforme est apparue dans le sud de la Mésopotamie à la fin du 4e millénaire. Elle domine la Mésopotamie et une grande partie du Proche-Orient pendant 3000 ans, son dernier millénaire, le premier millénaire avant notre ère, étant une période un peu plus complexe pour le cunéiforme. Mais, comme chacun sait, le 3e et le 2e millénaire ont été les périodes où le cunéiforme a connu sa plus grande expansion, de l'Égypte à l'Asie centrale et de Bahreïn, dans le golfe Persique, à la Crète. Alors, sur ces marges, l'écriture cunéiforme a donné lieu à des adaptations locales en Elam, c'est-à-dire en Iran actuel, en Anatolie, dans la Turquie, au Levant. Le cunéiforme a côtoyé donc aussi d'autres systèmes d'écriture, le hiéroglyphique égyptien, l'écriture de l'Indus, le proto-élamite, ce qu'on appelle le proto-élamite, et les écritures élamites, le hiéroglyphique hittite en Syrie du Nord, et aussi, bien sûr, le système ou les systèmes alphabétiques levantins qui se sont développés au cours du 2e millénaire. Alors, cette suprématie plurimillénaire a été progressivement remise en cause au 1er millénaire, comme chacun sait aussi, par l'adoption et le développement de l'écriture alphabétique araméenne, notamment à la période de l'Empire néo-assyrien, entre le 9e siècle et le 7e siècle. L'administration impériale utilise à la fois le cunéiforme et l'alphabet araméen. L'Empire perse, ensuite, va progressivement abandonner ou délaisser le cunéiforme au profit de l'araméen qui, comme est devenu l'écrit, la langue officielle de l'Empire perse. À l'époque séleucide, entre un autre acteur qui est, bien sûr, le grec. Alors, un fait majeur ressort de l'évolution du cunéiforme, c'est le fait que, au-delà d'un phénomène de son homogénéité, de sa forte identité, eh bien, à l'intérieur, se sont développées des pratiques, des diverses formes d'écriture cunéiforme, même si elles sont restées toujours dans des bornes bien précises. Alors, les bases de ce système assez complexe, qui est un système mixte, que je vais présenter dans un instant, ont été posées à la fin du 4e millénaire dans le sud de l'Irak, en tout cas la fin du 4e et le début du 3e. Peut-être dès le départ, la question est discutée.
Alors les bornes ont été posées et à l'intérieur, on va le voir, en fait, les pratiques, l'utilisation a connu plusieurs formes développé plusieurs formes d'écriture. On pourrait parler des écritures cuniformes, même si le phénomène reste homogène. Or, l'écriture, sur le plan purement graphique, a constamment évolué. Alors, on a tous en tête les tableaux qui représentent l'histoire du cunéiforme depuis les débuts pictographiques jusqu'à la fin du premier millénaire, le passage des dessins à l'écriture, disons, cunéiforme, abstraite. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Et donc, effectivement, le cunéiforme est en constante évolution de génération en génération, en tout cas de siècle en siècle. Le style, la forme des signes, etc., évolue. Alors, je vais en fait, aujourd'hui, parler de trois choses. D'abord, je vais présenter le système dans sa complexité, dans ses caractéristiques, pour bien comprendre comment il fonctionne. Et puis, je vais évoquer le rapport entre, l'importance qu'ont eu les Acadiens dans l'évolution et dans la transformation du système cunéiforme. Et enfin, j'évoquerai très brièvement la question de la relation entre le cunéiforme et l'alphabet, à savoir est-ce que l'alphabet a tué le cunéiforme. Donc, tout d'abord, la présentation du système. Alors, l'écriture cunéiforme, qui d'abord, au début, n'était pas cunéiforme, a sans doute été inventée par une population sumérophone. Le sujet est débattu, mais une majorité de savants, aujourd'hui, optent pour cette hypothèse. L'opinion communiste aussi veut que ce soit les Sumériens qui aient donc inventé sur place, à Uruk, cette écriture. Mais je note qu'un scénario récent original a été formulé et qui suppose que les Sumériens sont arrivés en Mésopotamie avec un système scriptuaire fabriqué en dehors de la Mésopotamie. Mais c'est une interprétation qui, pour l'instant, est trop nouvelle et qui n'a pas été très discutée jusqu'à présent. Alors, c'est un système mixte qui, en fait, associe idéographie, logographie et syllabisme. Donc, la fonction principale, le critère principal est la logographie. Il domine. C'est-à-dire qu'un graphème, un signe, est associé à un terme, un lexème. Comme ici, par exemple, vous avez le signe. Alors, je ne sais pas si j'ai une... Pardon. Oui, c'est bon. Je ne sais pas à quel endroit on doit toucher. Est-ce qu'il y a un bouton pour avoir la... Voilà. Ici, voilà, vous avez un signe rond qui est divisé par une croix. Alors, j'y ai arrivé. Par une croix. Décidément. Voilà. Et qui représente le signe du mouton. Donc, ce qui se disait en sumérien Oudou. Donc, on suppose que dès le départ, ce signe pictographique et logographique signifie mouton. Et puis, il est associé avec un deuxième signe qui représente un phallus et qui indique que c'est un mouton mâle. Et vous avez en fait les chiffres ici. Vous pouvez les dénombrer. Alors, l'écriture est devenue... Ensuite, donc à ce stade, elle est considérée comme une écriture proto-cunéiforme. C'est une notion intéressante qui est un petit peu déterministe, mais effectivement, c'est seulement vers 2800 que les scribes ont changé d'instrument pour écrire ces signes et utiliser le fameux calame, qui est à bord quadrangulaire, et pour obtenir cette écriture caractéristique avec cette combinaison de clous. La conséquence, évidemment, peut être perçue ici. Voilà, on passe, ici vous avez le signe de la fin du 4e millénaire
qui représente un vase et qui est identifié avec le signe Ukin, qui signifie assemblée. Et donc, ici, dans sa forme ancienne, vous voyez, le tracé est encore arrondi. On voit bien la forme du signe. Et vers 2800, en raison du changement d'instrument, on perd les arrondis et on obtient une écriture, disons, d'angle caractéristique, qui va devenir la caractéristique de l'écriture naturellement cunéiforme. Ce caractère de clou c'est largement accentué. Et au premier millénaire, on voit très bien les signes sont vraiment faits comme des formes de clous. Et même au début entre la fin du 3e et du 2e millénaire, les scribes ont pris l'habitude de nommer leur écriture de clous. Donc l'impression que les savants du 19e siècle ont eue en lisant cette écriture correspond aussi à la façon dont les anciens se sont représentés leur propre système, enfin leur propre graphisme scripturaire. Alors, au-delà de la logographie, l'idéographie joue aussi un rôle très important qui a été un peu négligé par les études assyriologiques, qui se sont plutôt concentrées sur la logographie, car notamment la sumérologie s'est surtout intéressée à retrouver la langue sumérienne. Donc la logographie a été investie à fond. En revanche, la dimension idéographique a été très relativisée et marginalisée, à part quelques travaux de quelques savants, mais c'est tout un sujet qui est certainement à travailler. Alors un phénomène très important, effectivement, au-delà de la question du changement d'instrument et donc la transformation que ça implique sur la forme même représentée, eh bien, c'est la question du pivotement de l'écriture. En effet, comme chacun sait aussi, on voit ça dans les tableaux qui synthétisent le cunéiforme, l'écriture cunéiforme a pivoté à 90 degrés vers la droite. Donc, j'ai représenté ici ce phénomène qui explique que, donc, au début du 2e millénaire, ce signe se lit comme ça, alors que voilà, il remonte à celui-ci qui était donc un vase. On voit le col, et puis ici peut-être une poignée ou un verseur. Alors cette question du pivotement est une question fondamentale si on l'associe avec la question de l'idéographie. Malheureusement, il n'y a pas d'accord sur la date de pivotement de l'écrit. Alors là, les opinions les plus contradictoires se sont exprimées sur le sujet. Il faut savoir que le critère principal pour établir la datation du pivotement, ce sont les inscriptions royales, qui étaient gravées sur des statues ou sur des parois. Et là, effectivement, il n'y a pas de doute sur l'orientation des signes. Et jusqu'à vers 1600 plutôt, les inscriptions, en tout cas commémoratives, gardent la verticalité originelle. Alors pourquoi les savants ont-ils pensé que le pivotement des tablettes, puisque quand même l'essentiel de cette littérature est sous forme de tablettes, pourquoi ils ont pensé que le pivotement était antérieur à 1500 ? Il faut d'abord savoir que lorsqu'on a découvert le cunéiforme, au XIXe siècle, on a commencé par les palais assyriens. Et dans les palais assyriens, il y avait des inscriptions qui, elles, étaient écrites de manière linéaire et horizontale. Par là même, ça a influencé toute la lecture des textes de l'époque récente, néo-assyrienne, jusqu'à l'époque la plus reculée. C'est simplement la découverte des signes pictographiques qui a permis de voir effectivement l'orientation originelle et également, donc, comme je l'ai dit, les inscriptions officielles jusque vers 1500. Alors, pour certains, l'écriture a pivoté vers 2800, c'est-à-dire il y a une coïncidence qu'ils établissent entre le moment où l'écriture est devenue pleinement cunéiforme, mais pour d'autres, au contraire, ils prennent comme critère les inscriptions royales et ils situent ce phénomène beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire au milieu du 2e millénaire. Et puis, il y a comme toujours des opinions très nuancées. Donc, pour certains, c'est la 2e partie du 3e millénaire, pour certains, c'est 2000, etc. Donc, les opinions les plus diverses se sont exprimées récemment.
un auteur américain a pu trouver un argument pour montrer que le pivotement était en fait très tardif, au moins pas plus tard que le XVIIIe siècle. Mais bon, les arguments sont en fait eux-mêmes assez contestables, donc il y aura une incertitude complète sur le sujet. Et la question, je l'observe, est souvent évitée. Mais en fait, l'importance, c'est qu'évidemment, le pivotement de l'écriture a aussi un impact sur sa dimension, disons, visuelle et figurative, puisque c'était quand même à l'origine une écriture figurative. Mais néanmoins, quelle que soit cette question, il faut préciser que pour certains auteurs qui ont peut-être raison, en réalité, les scribes étaient capables de lire dans les deux sens. Alors aujourd'hui, pour nous, nous sommes tellement habitués à lire les textes de manière horizontale que ça nous est très pénible de lire le Code d'Hammurabi, qui est écrit de manière verticale, ou les fameuses inscriptions des statuts de Gudea. On attrape fondamentalement un torticolis, mais probablement pour les scribes de cette période, il y avait la possibilité, ils passaient facilement de la verticalité à l'horizontalité. En fait, au début du deuxième millénaire, c'est clair, les signes sont certainement lus de manière, enfin les tablettes sont écrites de manière horizontale, et ce phénomène est peut-être même plus ancien. Alors, ils ont établi un répertoire de signes. Alors ce répertoire de signes a évolué, la quantité de signes fabriqués a évolué, elle semble avoir été relativement importante au début de la création de l'écriture, avec une absence ou un manque de standardisation, mais progressivement, au troisième millénaire, le corpus va s'arrêter et les signes, disons, se standardiser, avec, évidemment, tout est relatif. Alors, là également, il est très difficile de déterminer le nombre de signes, le corpus de signes et le nombre de corpus de signes dans ces corpus. En fait, ce nombre varie selon les époques, selon les lieux, mais également selon les genres de documents. Alors, pour nous, pour les assyriologues, le livre de signes, enfin la liste de signes de référence est celle qui a été faite par un savant allemand qui s'appelle Borger, et il a établi pour toute la durée du cunéiforme 900, enfin il a distingué à peu près plus de 900 signes graphiques différents. Mais si on regarde maintenant période par période, corpus par corpus, si on prend simplement l'exemple d'Ebla, qui présargonique vers 2400. Récemment, une spécialiste d'Ebla a produit une liste de signes. Cette liste de signes comprend seulement 300 signes. Donc il y a une très grande différence, évidemment, entre le potentiel du cunéiforme, 900 signes, et un emploi local limité, apparemment, à 300 signes. Alors, selon un grand savant de l'époque du premier millénaire, il arrive à une estimation moyenne, mais qui n'est qu'une moyenne et donc c'est d'intérêt relatif. Il estime que le système fonctionnait avec 600 signes de base, mais que le scribe moyen pouvait se contenter de maîtriser 150 signes. Donc le plus important, c'est le fait que le syllabaire, pas le syllabaire, la liste des graphèmes n'évolue pas. Et donc c'est une des bornes que j'évoquais précédemment. Les signes, alors pour pallier à cette question de limitation des signes, et dans la mesure où le système logographique n'a pas été remis en cause, eh bien on va donner à un même signe différentes valeurs, et puis le corpus des signes, pour chaque signe, peut s'enrichir au fur et à mesure du temps. L'exemple, évidemment, le plus connu est celui du signe K, qui représente une tête avec des hachures sur la bouche, et qui signifie que je parle de la zone de la bouche. À partir de là, ça peut signifier la bouche, la parole, dire, voir, dans, etc. Et pour chacun de ces notions correspond évidemment un terme. De même, le signe du pied, c'est un pied bien stable, mais
il renvoie à tout ce qui touche le pied. Donc évidemment, c'est une zone importante du corps. Il signifie marcher, mais aussi se tenir debout, donc être immobile. Donc autant le mouvement que l'immobilité, mais aussi apporter dans l'idée « je me déplace pour transporter un objet ». Donc ce sont quelques-unes de ces valeurs. Également, une caractéristique du système, c'est l'utilisation des déterminatifs, à savoir des signes qui ne se prononçaient pas, mais qui servaient, alors peut-être d'aide de lecture, enfin qui étaient des classificateurs et qui permettaient de définir le statut du nom qui se trouvait après ou devant le déterminatif. Le plus connu, évidemment, est le signe d'Ingir, qui est mis dans nos transcriptions en exposant pour signifier qu'il ne se lit pas, mais est un déterminatif. Alors ces déterminatifs, on en compte une soixantaine. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, plusieurs études se sont consacrées à ce sujet qui, a priori, ne sont pas très passionnants, mais en réalité, il est très intéressant, justement, lorsqu'on s'intéresse à le domaine de l'idéographie. Des conclusions est que les Sumériens aimaient beaucoup la classification, et ce sont des gens qui passaient leur temps à classer les choses, à inventorier le monde et à le classer, donc c'est une des fonctions des déterminatifs. Une autre caractéristique aussi, une stratégie d'écriture du sumérien a été de combiner des signes, de faire ce qu'on pourrait appeler des agrégats de signes pour dégager des valeurs nouvelles. Donc ce système a permis d'éviter évidemment de créer de nouveaux signes, puisque c'était une chose interdite dans ce système. Notons également la polyphonie. Un même signe peut avoir plusieurs valeurs phonétiques. C'est le cas, par exemple, du signe Zi, qui est représenté ici sous sa forme fin du IIIe millénaire, et le signe Ti. On sait, en fait, aujourd'hui que le signe Zi peut à la fois se lire de manière brève, Zi, Zid et Zig, c'est-à-dire, en fait, une voyelle ouverte, brève, et une syllabe, pardon, brève, ouverte, et une syllabe lourde, qui est Zid ou Zig. Alors, ce phénomène est limité et en fait est lié au système phonétique sumérien. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de consonnes qui tendent à devenir muettes en fin de mot. Et donc c'est ce qui probablement a permis, à créer l'idée de cette possibilité d'avoir deux types de valeurs. Ce qui est intéressant, c'est le cas de Ti, où on voit en fait les jeux complexes de phonétique et d'idéographie, puisque le signe Ti signifie la flèche, et il a été associé à différents termes comme Tig et Til3. Je m'intéresse surtout à Til3 qui signifie vivre. Et donc le signe de la flèche, c'est vraiment Ti et non pas Til. Mais à cause de cette possibilité de réduire, disons, les syllabes lourdes, en fait, Til a pu être approché du signe Ti. Mais par ailleurs, curieusement, il existe bien un signe Til, par ailleurs, qui est celui-ci. Or, au lieu d'utiliser ce signe Til pour dénoter Til vivre, ils ont préféré placer le terme vivre sous l'étiquette, sous le logogramme ou le signe Ti. La raison semble ici être idéographique, puisque Til signifie mourir, être fini. Donc c'était sémantiquement incompatible. Alors, comme l'a noté Miguel Civil, qui est un grand sumérologue, dont les études ont été fondatrices, le sumérien, l'écriture cunéiforme, dans sa première conception, donc essentiellement logographique, avait une capacité de rendre le langage de manière extrêmement synthétique. Et donc ça apparaît dans les textes dans toute la période du sumérien, mais en particulier au début, où on voit ici un texte administratif qui nous donne un message très simple. On a 36, un chiffre, des travailleurs, et puis une indication géographique, et le verbe aller. Donc il n'y a pas d'éléments grammaticaux, simplement un jeu ici entre logographie et déterminatif. Idéographie. Je passe cet exemple. Et je passe maintenant à la question de l'adaptation de l'écrit à l'akkadien et la pluralité des pratiques scribales.
Alors, les Akkadiens ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'écriture cunéiforme. Alors, si l'écriture cunéiforme, on le sait, a évolué de manière, disons, naturelle, alors c'est ce qui a été montré récemment par l'étude de la paléographie d'un texte du milieu du IIIe millénaire. On sait qu'il y a eu des réformes, mais il semble que le plus important, ce soit ces réformes progressives, apports individuels, qui finalement ont modifié en profondeur l'aspect du cunéiforme et même ses usages. Alors, les Akkadiens sont présents en moyenne Mésopotamie et probablement aussi dans le nord de la Mésopotamie. Et tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'ils étaient démographiquement largement supérieurs aux pauvres Sumériens qui représentent un groupe linguistique isolé, bloqué par le golfe Persique. Alors, ils ont non pas combattu les Sumériens, mais ils ont constitué une société en symbiose. Et donc, dans la première partie du IIIe millénaire, s'est constituée une culture qu'on peut appeler suméro-akkadienne, mais qui va s'affirmer comme telle seulement à la fin du IIIe millénaire. C'est seulement surtout à la fin du IIIe millénaire qu'on voit les expressions tablettes, par exemple, de Sumer et d'Akkad, qui témoignent de cette double caractéristique de la culture mésopotamienne. Alors, comme chacun sait, la langue des Akkadiens est très différente de celle des Sumériens, qui étaient essentiellement, en grande partie, monosyllabiques. Par conséquent, en adoptant l'écriture, ils vont forcément aussi, en tout cas en adaptant l'écriture à leur propre langue, ils ont nécessairement modifié un certain nombre de choses dans le système scripturaire cunéiforme. En fait, cette adoption et adaptation peut être résumée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les Akkadiens adoptent l'écriture et la langue telles quelles. Et les premiers textes qui apparaissent, qui ont été composés en contexte dans le Nord, on a peu de documents pour l'instant pour le début du IIIe millénaire, semblent en effet confirmer que la langue écrite et bien sûr le système écrit sont complètement empruntés à la zone méridionale. Mais au moins entre 2600 et 2500, on voit que l'écriture est progressivement adaptée à la langue akkadienne. Alors premièrement, on suppose, mais on n'en est pas sûr, que certains textes qui apparaissent écrits en sumérien sont en fait à lire en akkadien. Alors c'est ce que permet en fait la logographie, car en effet, un signe logographique peut potentiellement être lu en plusieurs langues. Ainsi, comment déceler justement les textes précisément qui seraient justement lus en akkadien, pensés en akkadien, alors qu'ils semblent être écrits en sumérien. Sur le plan purement graphique, à ma connaissance, il n'y a aucun élément qui permette de déterminer dans quel niveau linguistique on se trouve. Les seuls arguments, les seuls éléments, les seuls indices qu'on peut avoir, c'est le nom du scribe. Donc ici, vous avez un exemple d'une tablette du milieu du IIIe millénaire, et dans laquelle donc c'est une tablette en sumérien écrite dans une graphie qui est typique de cette période, qui est encore relativement figurative. Et le scribe donne son nom et il porte un nom akkadien. Donc là, on a un exemple très clair de scribe akkadien et donc probablement akkadophone. Alors, il ne s'agit que d'un nom, ce qui effectivement d'un nom propre. On n'a pas d'exemple, à ma connaissance, de sumérien du cru qui se donnerait un nom akkadien. Il semble que la culture de référence soit quand même toujours le sumérien. Le deuxième élément, le deuxième argument, c'est la syntaxe, l'ordre des signes. A parfois un indice que le substrat linguistique est différent.
Alors là, ensuite, après cette étape, commencent à apparaître les signes dans cette écriture, des signes, des marques graphiques proprement sémitiques, comme des pronoms, par exemple, des mots-outils qui n'appartiennent pas au lexique sumérien. Mais on reste toujours à un niveau linguistique et non pas graphique. Enfin, la dernière étape est l'utilisation définitive de l'écrit à la langue, c'est-à-dire les Akkadiens vont en fait utiliser le potentiel syllabique qui existe et le pousser jusqu'au bout pour noter leur propre langue. Ce phénomène apparaît assez tôt, vers 2400. On a les premiers textes rédigés en akkadien, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont emprunté le système phonétique sumérien, et ce système phonétique se plie très mal à la langue sémitique. Donc un des exemples les plus fameux est le suivant. C'est un texte, une incantation. Je prends simplement le premier mot. Vous avez Azamedou, qui en fait essaye de transcrire l'expression Atzmid, c'est-à-dire j'ai lié. Et on voit donc que le scribe ne sait utiliser à ce moment-là que des voyelles brèves pour rendre en fait un texte qui ne correspond pas à ce découpage. Alors la dernière étape sera évidemment une meilleure adaptation du système scripturaire à de meilleure notation à l'akkadien, qui colle mieux avec l'akkadien. Donc cette amélioration, si on peut parler en ces termes, a lieu un peu plus tard, à l'époque d'Akkadé, c'est-à-dire au milieu du troisième millénaire, vers 2300. Là, en fait, on voit effectivement que le scribe découpe mieux et plus précisément, disons, les syllabes, mais l'écriture elle-même, en même temps, reste totalement similaire. Il n'y a pas de changement. D'abord, il s'agit d'une inscription sur un vase, donc qui nous indique clairement que l'écriture est verticale. Donc on a la verticalité. On a aussi conservé le système de la logographie-idéographie. Vous avez ici le signe du roi. Mais par contre, les signes, eux, sont purement, pour la plupart, sont syllabiques. Alors, je franchis quelques étapes. Alors, il est probable que l'évolution l'infléchissement de l'écriture cunéiforme vers le syllabisme a aussi en fait touché par ricochet le sumérien. Alors on le voit par la façon dont le sumérien est noté à la fin du troisième millénaire et au début du deuxième millénaire. En effet, donc les signes ici que vous voyez, An, qui est le signe de l'étoile, peuvent être transcrits Dimeer ou Dingir-Re, ce qui signifie que je dois lire An comme Dieu. À partir de ces deux variantes, on peut dire que la prononciation du sumérien était Dingir. C'est une lecture complètement restituée. En réalité, dans la mesure où ce sont les Akkadiens qui ont développé le système syllabique, lorsque le sumérien a été noté de manière plus syllabique, eh bien, il s'est conformé aux valeurs akkadiennes. Et en akkadien, le son, le G nasalisé n'existe pas. Donc, quand on écrit les mots An de manière syllabique, il n'y a aucun signe qui puisse rendre le G nasalisé. On est obligé de passer par le système phonétique akkadien. Chose très importante, une évolution qui touche la fin du troisième millénaire, le sumérien
devient une langue morte. Pourtant, le système scripturaire sumérien reste en usage et la langue sumérienne est transmise dans les milieux akkadophones, et cela donc jusqu'à la fin de l'histoire du cunéiforme. D'après Miguel Civil, en dépit de cette situation, un certain milieu a conservé, a transmis la langue sumérienne d'une manière assez fidèle à ce qu'elle était à l'origine. Alors, on n'a évidemment pas beaucoup de preuves, mais précisément les phénomènes que je viens de décrire semblent aller dans ce sens. La rupture se situe vers 1500, où là, apparemment, il y a une dégradation de la connaissance de la phonétique sumérienne originelle. Mais l'écriture et les textes eux-mêmes survivent grâce à la transmission textuelle. Or, ici, on a plus récemment publié un proverbe très intéressant du début du 2e millénaire qui montre que le sumérien, en fait, est intimement lié à l'écriture. Alors, celui-ci nous dit ici, celui qui n'aime pas l'écriture ne peut pas comprendre le sumérien. Cela montre que même dans le milieu akkadophone, l'écriture reste fondamentalement un phénomène sumérien, reste fondamentalement attaché au sumérien, quand bien même cette langue est morte, quand bien même la plupart des textes sont à cette période écrits en akkadien. Alors je vais évoquer maintenant l'apparition des bilingues. C'est surtout à partir du 2e millénaire qu'apparaissent les premiers textes bilingues. Jusque-là, on a soit des textes sumériens, soit des textes akkadiens, et parfois un mélange des deux. Très peu de textes bilingues. Il y a une exception représentée par les textes de Sargon, mais on ignore s'ils sont authentiques ou non. Alors, ce texte bilingue est un texte du début du 2e millénaire. Il a été retrouvé à Mari, et il est très intéressant parce que vous avez d'un côté le sumérien et de l'autre côté l'akkadien. L'écriture est exactement la même. C'est la seule chose qui change, évidemment, c'est la taille des signes et c'est la place qu'occupe le sumérien. Premièrement, il est placé à gauche, ce qui indique qu'il a la préséance. On trouve ce principe de préséance du sumérien qui va rester jusqu'au bout. Deuxièmement, il y a évidemment sur les lignes beaucoup moins de signes que pour la partie, disons, en akkadien, ce qui montre que la puissance de la logographie qui permet d'occuper moins d'espace. L'akkadien, d'un autre côté, le scribe akkadien a eu beaucoup plus de difficultés à respecter les lignes. Il a essayé de traduire ligne à ligne chaque ligne en sumérien, mais à certains moments, il a été obligé d'écrire tout petit et sur le côté pour parvenir à garder l'unité de la ligne et conserver l'intelligence de la traduction. Donc, cela montre que, probablement à cette période, on est clairement conscient de l'avantage de l'écriture logographique par rapport à l'écriture phonétique. Une autre caractéristique aussi du début du 2e millénaire, c'est le développement de deux écritures parallèles. Alors, à la fin du 3e millénaire, l'écriture qui est encore figurative devient totalement abstraite. On peut dire que la rupture dans le caractère, disons, figuratif des signes s'arrête vers 2000, et à partir de 2000 se développe une écriture cursive, mais en même temps, le milieu scribal lettré tente de conserver l'écriture ancienne. Alors, il a perdu manifestement le caractère figuratif a été perdu. On a simplement conservé l'idée de la complexité du signe. Et dans les écoles, on voit très bien que les scribes apprenaient à écrire de deux façons différentes. D'une part, avec la cursive, qui est la cursive paléo-babylonienne, qui s'est mise en place au XIXe siècle et qui va en fait être utilisée pour tous les documents administratifs, les lettres, mais aussi même les textes littéraires en akkadien. À côté, c'est le signe im, mais le scribe connaît aussi un autre signe qui est en fait la version ancienne et qui est beaucoup plus compliquée, comme le montre l'orientation des signes. Il y a à la fois plus de clous et l'orientation des signes est différente. Donc le scribe savait en fait écrire de deux façons différentes. Alors, d'une part, la cursive, et puis d'autre part, un style, disons, calligraphique,
qui en fait est inspiré de l'écriture du 3e millénaire et qui en fait dérive évidemment du cunéiforme sumérien. Un autre caractéristique qui apparaît dans un texte littéraire conservé, dont les versions sont conservées et qui date du 2e millénaire, c'est un grand texte épique qui s'appelle Ermenkar et le Seigneur d'Arata. C'est un récit célèbre puisqu'on a un récit d'invention de l'écriture et le roi d'Uruk, Ermenkar, invente l'écriture dans le cadre d'un concours avec le rival, le Seigneur d'Arata, qui est un royaume imaginaire qui se situe quelque part en Iran. Il invente l'écriture pour, en quelque sorte, montrer à son rival qu'il est le plus fort. Et effectivement, le messager d'Ermenkar envoie donc la première tablette de l'histoire au roi, au Seigneur d'Arata, qui en fait est incapable de faire quelque chose de ce morceau d'argile sur lequel il y a des signes. Et sa réaction est très intéressante puisqu'il dit « mais les mots prononcés », donc c'est les mots qu'apporte le messager qui ne doit pas transmettre oralement son message, mais qui laisse au soin du Seigneur d'Arata de lire lui-même le message sur la tablette, il dit « mais les mots prononcés, ce sont des clous ». Alors c'est très intéressant car cela révèle la façon dont on se représente au début du 2e millénaire l'écrit, c'est-à-dire c'est une combinaison de clous et si on n'est pas initié, on ne peut pas les comprendre. Donc le caractère figuratif est complètement oublié. Donc on ignore quand ce texte a été composé, mais il se peut que ce passage soit simplement du début du 2e millénaire. Je vais terminer brièvement pour évoquer la question de la mort du cunéiforme et de sa relation avec l'alphabet. Donc nous avons vu que le système cunéiforme est un système très complexe, qu'il a débouché sur 2 écritures, disons une écriture logographique et puis une écriture à tendance syllabique, mais aucune de ces écritures n'est complètement logographique ni complètement syllabique. Curieusement, par le maintien du sumérien, de la tradition et de la littérature, le système cunéiforme a été conservé dans ses règles, dans son corpus de signes, jusqu'à la fin de la transmission du cunéiforme. Or, évidemment, il y a une évolution majeure qui se produit au 1er millénaire, comme je l'ai dit, c'est le développement de l'alphabet araméen, qui, évidemment, est infiniment plus simple pour l'apprentissage et pour son utilisation. Alors, cette image montre le bilinguisme et l'utilisation de 2 systèmes d'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette représentation, eh bien, il y a une séparation entre le scribe qui est écrit en cunéiforme et le scribe qui est écrit en araméen. Il est difficile de dire si le cunéiforme a été directement touché par ce contact, a été touché par l'araméen. En revanche, l'inverse est plus facile à déterminer puisque effectivement on a retrouvé des exemples de tablettes qui sont les tablettes qui étaient le support de base du cunéiforme, des tablettes qui ont été écrites en écriture araméenne, et le texte ici est de la Syrie du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne des Assyriens, donc on se situe clairement dans le cadre de l'Empire assyrien. Deuxièmement, en fait, ce qui est bien connu, c'est que le système cunéiforme akkadien, au lieu de se simplifier, comme on aurait pu s'y attendre, c'est-à-dire au lieu de converger vers un système alphabétique ou purement syllabique, au contraire va se complexifier. Alors ce phénomène est antérieur au développement de l'araméen au 1er millénaire, mais quand même se développe au 1er millénaire. Un seul exemple, dans cette phrase, ce passage de Gilgamesh, eh bien, l'utilisation du signe nag pour rendre l'expression nagba. Donc cette valeur lourde aurait été impossible au début du 2e millénaire où on aurait simplement écrit de manière beaucoup plus simple na-ag. Ce signe nag est en fait emprunté au système sumérien qui a été conservé et qui était toujours transmis à cette période. Et donc cette valeur nag signifie boire. On l'a vidé de son sens sémantique pour garder seulement cette valeur donc syllabique. En fait, c'est donc un cas clair de complexification de l'écriture. Par ailleurs, un autre exemple de l'évolution du cunéiforme, c'est cette inscription du IXe siècle qui a été trouvée en Syrie
et qui est une des rares inscriptions bilingues assyrien et cunéiforme et araméen. Alors, on ne voit pas très bien l'écriture araméenne, mais elle se trouve sur le dos de la statue. Ce qui est très intéressant, donc c'était une bilingue, une traduction, une adaptation. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écriture assyrienne est à la préséance par rapport à l'araméen. Et par ailleurs, le scribe a écrit verticalement, ce qui est en fait un archaïsme absolu, puisque à cette période, on écrivait horizontalement. Donc ce texte témoigne qu'au IXe siècle, le cunéiforme est l'écriture la plus prestigieuse, et on recherche même, je dirais, la complication en la rendant la plus archaïsante possible. Donc un peu comme si, finalement, au lieu d'avoir une convergence, disons, d'un système vers un autre, au contraire, le système cunéiforme s'était éloigné, différencié, distingué. Une autre lettre célèbre est celle échangée entre un fonctionnaire et le roi Sargon, dans laquelle se pose la question de écrit-on en cunéiforme ou écrit-on en araméen. Et donc le fonctionnaire demande au roi, en ce qui concerne, alors le roi lui répond, en ce qui concerne ce que tu m'as écrit, est-ce que cela conviendrait au roi que j'écrive en l'occurrence la lettre en araméen et que je lui la fasse porter? Alors réaction du roi, scandalisé, pourquoi ne pourrais-tu pas m'écrire la lettre en acadien et me la faire porter? En vérité, la lettre que tu veux m'écrire en l'occurrence, il est bien évident qu'elle doit se présenter comme la présence, c'est-à-dire le texte en l'occurrence est en cunéiforme, donc il n'est pas question d'écrire en araméen. Donc il y a quand même une volonté des autorités d'élite locales de maintenir le cunéiforme. Je signale aussi qu'Ashurbanipal s'est vanté de maîtriser le cunéiforme et notamment il affirme connaître tous les signes du répertoire, et cette affirmation est très intéressante puisqu'elle montre qu'au contraire la multiplicité des signes constituait la force, la supériorité du système cunéiforme implicitement par rapport aux autres systèmes d'écriture, notamment alphabétique, qui n'ont pas la même richesse et qui n'étaient pas considérés comme l'écriture des dieux. Enfin, à la toute fin du cunéiforme, vers le IIe siècle, on a les premiers exemples d'écriture, d'importation ou d'adoption du grec. Et ici, cet exemple qui a été donc trouvé dans le sud de vers Uruk, à Uruk, montre, c'est un exercice scolaire avec sur la face un texte en acadien, donc cunéiforme, et au revers la translittération en grec. Alors, ce qui a beaucoup fait couler d'encre, puisque pourquoi en fait ça n'a pas été écrit en araméen? On n'a pas en fait d'exemple de ce genre en araméen. L'avantage du grec, c'est qu'il notait les voyelles, et donc par conséquent, donc on a un exemple où on voit que le cunéiforme a vraiment mis de côté l'araméen privilégiant le système d'écriture grec. Mais la durée des contacts a été trop brève pour que probablement le grec ait eu un effet sur le graphisme ou sur le système cunéiforme, puisque les choses s'arrêtent en moins 50, il n'y a plus de texte cunéiforme après moins 50 avant notre ère. Par conséquent, ce n'est pas l'alphabet qui, bien sûr, a tué le cunéiforme, mais cette mort, en fait, correspond à quelque chose de beaucoup plus complexe qui est lié à la disparition d'une culture et d'une élite. Je vous remercie.